Je sentis la main de mon père trembler tandis qu'il levait son verre dans la lumière éclatante du grand hall. Les lustres scintillaient au-dessus de moi, leurs cristaux taillés projetant leur lumière comme des poignards sur le marbre poli. Chaque glandat me rappelait mon propre monde brisé. Un an après le mariage de Tate avec Alina, ma fiancée d'autrefois, Conrad Merrick se tenait devant moi, rayonnant comme si rien n'avait changé. Il brandissait son verre, un sourire répété aux lèvres. « Félicitations, mon fils », dit-il chaleureusement en portant un toast à Tate. Mon frère lui fit un sourire suffisant, sans jamais me regarder. Je restai à l'écart, spectateur invisible de la célébration de ma destruction. Lorsque mon père reposa son verre, le tintement résonna dans ma poitrine comme un coup de marteau. Il se tourna vers moi, visage impassible. « Rince d'eau Kellen. $900 d'ici dimanche. Tu es adulte maintenant. » Ces mots secs et dénués d'affection me touchèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Je me suis forcé à ne pas serrer les mâchoires au point de risquer de craquer. « Pourquoi je paie ?» ai-je demandé d'une voix rauque tandis qu'il recevait sa récompense. J'ai insisté comme si ma vie en dépendait. « Parce qu'il le vaut bien », a répondu mon père d'une voix douce, comme s'il parlait de la météo. « Ça le vaut bien, Tate. » Le frère qui s'était glissé dans la vie d'Alena et m'avait volé mon avenir valait une voiture de luxe. Moi, en revanche, je valais un loyer mensuel. J'ai jeté un coup d'œil à Alina, son sourire poli dissimulant sa culpabilité. Mon annulaire a tremblé là où sa bague de fiançailles reposait autrefois, une irritation constante. J'ai senti la bile s'échapper sous les applaudissements. Les visages se sont brouillés, les yeux de ma mère se sont embués, les amis ont chuchoté, les collègues ont hoché la tête avec sympathie. J'ai forcé un sourire au goût de cendre. Le souvenir de cette nuit où je les ai découverts dans mon appartement m'a submergé. Tate tapit derrière la porte avec ce sourire triomphant. Les yeux d'Alina ont scintillé de honte. Mon cœur s'était serré, le monde avait basculé. Ma voiture avait percuté la glissière de sécurité quelques instants plus tard, la tôle déchirée s'accordant avec le cri de mon âme. L'odeur antiseptique des urgences, les lumières vives au-dessus de ma tête. Je me souvenais de Tate appelant nos parents, les apaisant par des mensonges tandis que je saignais. Aujourd'hui, la trahison me semblait orchestrée par l'indifférence de mon père, son amour sélectif payant Tate tout en me rejetant. J'ai ravalé l'envie de crier, de percer les élégants panneaux muraux, d'en arracher le plaquage et d'exposer chaque mensonge, mais je ne pouvais trahir la satisfaction perverse de mon père. Au lieu de cela, je me suis détourné du centre d'attention, laissant les invités s'écarter pour me diriger vers la sortie. Derrière moi, les rires et la musique pulsaient comme une migraine. Mes chaussures grinçaient sur le marbre tandis que je passais devant des rangées de tables de banquet, des assiettes de derve ou de derve à moitié entamées, des coupes de vin vides luisant sous la lumière cristalline. Mes sens étaient étouffés, comme si je regardais à travers une vitre épaisse. J'essayais de ne pas tressaillir en montant les escaliers. Oh, pitié, curiosité, satisfaction. Chaque pas qui m'éloignait de la salle de bal me donnait l'impression de perdre une peau que je ne reconnaissais plus. Lorsque les grandes portes s'ouvrirent, une brise nocturne fraîche m'enveloppa, fendant mon costume comme une révélation. La lune était basse sur les jardins impeccables, pâle et silencieuse. Je marquai une pause, reprenant mon souffle tandis que le bruit intérieur s'atténuait. Le murmure lointain des voix se transforma en un léger bourdonnement, remplacé par le bruissement des feuilles et la brise. La pelouse s'étendait devant moi, l'herbe flétrie scintillant sous le clair de lune. J'entendais presque le rire de Tate porté par le vent, Alina se penchant vers lui tandis que mon père hochait fièrement la tête en signe d'approbation. Il ne penserait plus à moi ce soir. Une bouffée de colère et de lucidité me submergea. Je me remémorais les nuits passées à rogner sur les séances de thérapie, à payer de ma poche malgré mes économies qui s'amenuisaient. Je repensais au stage que je m'étais fait, au petit boulot pour prouver que j'étais plus qu'un fonds fiduciaire. Nous avions construit quelque chose ensemble, Alina et moi. Mais l'approbation de mon père se cachait toujours derrière chaque succès. Maintenant, cette approbation s'était évaporée, laissant derrière elle un vide de trahison trop profond pour être comblé. J'ai sorti mon téléphone, lisant le déluge d'appels manqués de ma mère. « S'il te plaît, rentre à la maison. » Les messages affolés de Tate. « Frère, on peut parler ?» Même le numéro d'Alena brillait avec insistance, bien que je refusais de regarder. J'ai balayé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, dressant une barrière entre moi et les décombres d'une vie que j'avais autrefois considérée comme la mienne. Mon esprit a dérivé vers Eden's Cross,
une ville côtière où notre grand-père avait vécu. Un endroit si éloigné de Merrick Manor que mon nom n'y signifiait rien. J'avais fait des projets en silence, rempli un sac de sport avec quelques vêtements, mis de côté une pile d'enveloppes d'épargne. J'avais des contacts dans cette ville qui connaissaient mon travail de réparateur d'antiquités, et j'avais de quoi louer une petite chambre au-dessus d'un café. Personne là-bas ne s'attendrait à ce que le nom de Merrick soit synonyme de privilège. Je pouvais construire quelque chose de toute pièce, sans être influencé par les manipulations de mon père ou l'ambition de Tate. J'ai fait un pas en avant sur le chemin de gravier. Chaque craquement sous mes pieds était une sensation de libération. Le clair de lune me guidait vers une étroite route qui s'éloignait du lotissement. La peur me tiraillait la poitrine. La peur de l'inconnu, de l'échec, de la solitude. Mais cette peur se rapprochait du poids de la trahison, de l'humiliation et du dévouement gâché. J'ai expiré, laissant mon souffle emporter tous les doutes que j'avais gardés pendant des mois. Dans ma poche, je sentais l'enveloppe épaisse contenant le reste de mes économies, assez pour un nouveau départ. Je me suis redressé, invitant la brise à rafraîchir ma peau brûlante. L'air de la nuit était vif et pur, libérateur. Je suis passé devant les piliers de marbre qui brillaient de blanc au clair de lune. Souvenir de la vie que j'avais laissée derrière moi. L'opulence bâtie sur le mensonge. Le privilège en équilibre sur le dos des trahis. J'ai repensé aux journaux de thérapie que j'avais abandonnés. Des pages remplies de mes peurs et de mes espoirs. Des pensées qui me semblaient maintenant un langage étranger. J'avais cru autrefois avoir besoin d'eux. La validation d'un père qui me considérait comme un fardeau. D'un frère qui voyait mon amour comme une porte ouverte. Cette illusion s'est brisée ce soir. J'ai refusé de faire semblant d'appartenir à une famille qui m'utilisait comme garantie. J'ai gravi la légère pente de l'allée, la silhouette du manoir se détachant sur le ciel. J'entendais les douces notes de musique à l'intérieur, les derniers accords de leur célébration. Je les ai laissés faire. Je ne voulais ni de leurs excuses ni de leurs explications. Ce soir, je ne désirais rien d'autre que devenir la personne que j'étais censé être, libéré des liens qui m'avaient attaché. Je me suis arrêté au sommet de la colline, regardant derrière moi le grand hall, baigné d'une lumière dorée, dont les rires jaillissaient des fenêtres. J'ai ressenti une étincelle d'émotion, de tristesse d'avoir perdu ma place. De soulagement de ne plus avoir à prouver ma valeur. J'ai relevé le menton et j'ai fait un vœu silencieux. Je bâtirai ma vie sur mes propres choix, et non sur le livre de comptes de mon père, ni sur l'ambition de Tate. Je trouverai des gens qui me verraient tel que j'étais, et non comme un pion qui l'utilisait. Le chemin s'étendait devant moi, illuminé par la douce lueur du clair de lune et les lucioles dansant dans la rosée. Je n'entendais aucun pas derrière moi, aucune voix m'appelait. J'étais libre désormais. J'expirais lentement, les épaules détendues tandis que je m'éloignais des grilles de fer du manoir Merrick, m'engageant dans l'incertitude et le possible. La brise apportait une légère touche de sel de l'océan tout proche, promettant renaissance et résilience. Mon cœur battait à tout rompre, avec autant de terreur que d'euphorie. La suite n'était pas écrite, une page blanche que je remplirais de mes propres choix. Je serais libéré des attentes et des trahisons qui m'avaient défini. Ce soir marquait la fin de mon ancienne vie, une vie rythmée par les avis de loyer et les affections passagères. Mes chaussures touchaient le trottoir frais qui s'éloignait du lotissement. Je sentais l'empire de mon père s'éloigner à chaque pas. Le succès de mon frère, les sourires creux de mon ex-fiancé, les attentes étouffantes de mes parents. Tout cela restait derrière moi. Prisonnier des couloirs dorés du manoir Merrick. Ici, sous un ciel chargé d'étoiles et de possibilités, j'embrassais l'inconnu. J'inspirais une dernière fois. L'air vif de la nuit emplissait mes poumons et forgeait en moi une force intense. J'éprouvais une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Je me choisissais. Le monde était vaste et m'attendait. Je revendiquerais un avenir hors de portée de mon père, au-delà de l'ombre de Tate, au-delà de la douleur qu'il m'infligeait. Je n'étais plus leur fils ni leur héritier. J'étais à moi. C'est alors que j'ai compris que j'en avais fini. J'ai traversé la maison tel un fantôme, silencieux et réfléchi. Les meubles du salon étaient à des endroits familiers, mais je voyais tout cela avec un regard neuf, comme si quelqu'un avait réorganisé non pas le canapé et la table basse, mais les relations et les attentes qui avaient façonné ma vie. J'ouvris des tiroirs et sortis des vêtements des cintres, pliant soigneusement chaque vêtement, me rappelant que je tenais encore à un semblant d'ordre, même si le monde autour de moi s'était effondré. Mon sac de sport était ouvert sur le lit, vide, à l'exception du faible écho de l'air que j'avais déjà commencé à quitter.
J'y glissai mon sweat à capuche préféré, ainsi que le jean que je portais quand Tat et Alina m'avaient frappé au cœur un an plus tôt. J'y rangeai les baskets en toile qui m'avaient soutenu pendant mes gardes de nuit et les t-shirts usés que j'utilisais pour mes séances de thérapie, mais que je ne pouvais plus me permettre. Je ne refoulais les souvenirs inutiles que dans les vêtements eux-mêmes. Le sweatshirt que Tat m'avait offert pour ma remise de diplôme. La chemise qu'Alina portait le soir où elle m'a annoncé qu'elle était amoureuse de mon frère plutôt que de moi. Chaque vêtement portait une histoire, mais aucune de ces histoires n'avait plus d'importance. Dans la cuisine, je rassemblais le peu de vaisselle que je possédais. Une tasse à café ébréchée sur laquelle était écrit « Le frère le plus correct du monde ». Un bol dépareillé datant de mes premières années d'université et une fourchette cabossée par trop de repas pris en solitaire. Je les ai glissés dans une poubelle en plastique, les empilant soigneusement pour qu'ils survivent au voyage vers la Croix d'Éden. Je me suis arrêté en voyant l'aimant sur la porte du réfrigérateur qui soutenait la dernière liste de courses de ma mère. À côté, un post-it de son écriture familière et penchée lui rappelait d'appeler le plombier et de prendre ma glace préférée si elle la trouvait en promotion. En dessous, collée à la porte en acier, se trouvait une photo d'Alina et moi le soir de nos fiançailles, mon bras autour de sa taille fine, nos yeux brillants d'espoir. Je l'ai décollée, pliée délicatement et mise dans une petite enveloppe étiquetée « Souvenir à jeter ». Je refusais de porter cette image avec moi alors que tous mes biens matériels étaient emballés. Rien de plus qu'un sac de sport, une enveloppe d'épargne bien remplie avec mes derniers fonds, et quelques objets sentimentaux discrètement rangés. Je me suis tourné vers la porte vide du réfrigérateur. La maison était d'un silence insondable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant que j'achève ce dernier acte. Je décapuchonnai un Sharpie neuf et passai la pointe sur la surface, la main ferme malgré le hochement de tête. Mon souffle s'arrêta à chaque lettre que j'écrivais, l'encre traversant le fin papier magnétique. Les mots se déversèrent en une ligne continue. Cette maison ne me doit rien. Mais je me dois tout. Ne me cherchez pas, sauf si vous comptez vous excuser par des actes. J'appuyai fermement le mot contre le métal froid, utilisant un autre aimant pour l'empêcher de glisser. Je maintins ma main un instant de plus, traçant du bout des doigts le point final, comme si je pouvais graver cette déclaration dans la réalité plutôt que de la faire défiler sur un bout de papier. Pendant si longtemps, j'avais mérité des excuses de ma famille. Une reconnaissance de la trahison qui m'avait coûté mon fiancé, mes économies, mon estime de moi-même. Maintenant, je faisais un vœu. Je ne reviendrai pas avant de constater un changement concret. Je me le devais. Je pris du recul et observai mon œuvre. Le message brillait d'une lueur menaçante dans la faible lumière de la cuisine. Un défi silencieux lancé à quiconque viendrait me voir. Pas de demi-mesure, pas de paroles creuses, que des actes. Je passai la main sur mon menton barbu, sentant le picotement âpre comme s'il me rappelait que j'avais dépassé le stade de leur enfant. J'inspirai profondément, mémorisant l'odeur de l'air ambiant, de légers relents du dîner de la veille, l'odeur persistante du nettoyant au pain que ma mère affectionnait, et le bord stérile du carrelage blanc. Tout ce que j'avais connu était là, dans cette maison, mais demain, je respirerais un air différent. Je chargeai les derniers objets dans ma voiture dans la brume matinale, en évitant soigneusement les fenêtres des voisins. La rue était silencieuse. Pas de voiture, pas d'aboiement de chien, seulement le faible bourdonnement d'un lampadaire. Chaque battement de mon cœur emplissait le silence d'une urgence. Je me glissai derrière le volant frais contre mes paumes. Je regardai dans le rétroviseur et aperçus les lumières du porche extérieur qui brillaient encore faiblement. Je fermai les yeux une seconde, enregistrant cette image dans ma mémoire. La porte d'entrée, la plante en pot à côté, et la plaque sur laquelle était écrit Méric. Je savais que je ne retrouverais pas ce nom tel qu'il était. Mon pouls ralentit lorsque je réalisai que je n'appartenais plus à cet endroit, que ce nom m'était devenu trop petit. Je partis sans un regard en arrière. L'accélération me parut comme une expiration, comme si chaque frustration, chaque chagrin et chaque sentiment de trahison refoulé se déversait sur l'asphalte à travers les pneus. Les lampadaires se modifièrent dans ma vision périphérique, créant des traînées de lumière floue derrière moi. Mon esprit était trop occupé à planifier un nouvel avenir. La Croix d'Éden se trouvait à des centaines de kilomètres au sud, un endroit où mon grand-père avait vécu, et où je ne serais pas reconnu comme Kellen Méric, le fils qui avait échoué. Au lieu de cela, j'arriverais capable de reconstruire ma vie de toutes pièces, de me forger une nouvelle identité à partir des fragments d'un passé brisé. J'essayais de dormir sur la banquette arrière,
inclinant légèrement le siège et m'enveloppant dans le sweat à capuche que j'avais emporté. Le balancement rythmique de la voiture était presque réconfortant, comme une berceuse pour un cœur en difficulté. Mais quand je me sentais sombrer dans le sommeil, je me suis réveillé en sursaut à l'image de la voix de ma mère hurlant dans le téléphone, de la panique dans les messages de Tate et de l'indifférence froide dans la voix de mon père. Je chassais les souvenirs à chaque fois qu'ils revenaient, me rappelant que je n'avais aucune intention de revenir. Au matin, mon téléphone vibra, enregistrant 38 appels manqués. Le nom d'Alena apparaissait en haut de la liste, son numéro clignotant comme un néon. En dessous, les messages affolés de Tate. Mon frère, s'il te plaît, reviens. On peut parler. Le nom de ma mère flottait plus bas, ses messages vocaux un déluge de larmes et de supplications. Mais je continuais à rouler, le compteur kilométrique avançant, chaque kilomètre m'éloignant un peu plus de leur monde. Je jetai un dernier coup d'œil à la petite enveloppe posée sur la console. Mes économies étaient clairement libellées pour le loyer, la nourriture et une vie hors de l'Empire Mérique. Je m'arrêtai à une aire de repos peu avant midi. Sortant à l'air libre, je déverrouillai la portière pour prendre une bouteille d'eau, et mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, avec un SMS de ma mère. « Où es-tu ? Appelle-moi, s'il te plaît. » J'appuyai sur le bouton « Ignorer ». Qu'ils appellent. Ils verraient si je ne répondais pas. Je marchai jusqu'au bord de l'aire de repos. Les yeux rivés sur l'horizon, là où le ciel rencontrait la rangée de pins au loin. Je m'autorisai un instant de regret. Je ne reverrai plus jamais cette cuisine. Plus jamais je ne goûterai aux crêpes du dimanche de ma mère. Plus jamais j'entendrai le rire de Tate résonner dans le couloir du manoir Mérique. Mais ce regret était tempéré par le soulagement. Un soulagement né de quitter une maison qui ne me devait rien et d'entrer dans une vie où je me devais tout. Au moment où le soleil commençait à décliner, je franchissais la frontière de l'État pour entrer dans la région côtière, l'air salé, la brise caressant mes cheveux. La croix d'Éden se dressait devant moi, une ville si petite que personne ne saurait mon nom. Je quittai l'autoroute pour une route étroite bordée de dunes où le seul bruit était le cri persistant des mouettes. Les pneus de ma voiture crissaient sur l'allée de gravier menant au Whittaker Café, l'établissement délabré et patiné où j'avais réservé une chambre. Je me garai et contemplai la peinture écaillée de l'enseigne, Whittaker Café, et de la chambre d'amis. Le rayon constant du soleil de l'après-midi illuminait la véranda, révélant un vieux rocking chair sur lequel mon grand-père s'asseyait autrefois pour regarder la marée monter. J'inspirai profondément, respirant le péché du sel marin mêlé au café qui coulait à l'intérieur. Avant de sortir de ma voiture, je fouillai dans ma poche et en sortis la petite enveloppe contenant mes économies. Je comptais en silence. De quoi payer le premier mois de loyer, les courses et un acompte pour des outils de réparation d'antiquités. J'ai attaché l'enveloppe sous le siège passager, où mon téléphone reposait à l'envers, écran éteint. Je ne voulais pas que le monde me distrait de ce moment. Après un dernier regard vers le café, je suis sorti, chaque pas résolu et libéré du poids des attentes familiales. J'ai marché sur la véranda en bois brut, dont les planches craquaient sous mon poids. La cloche du café a tinté à l'ouverture de la porte, libérant une vague de chaleur, un arôme de café frais, de cannelle et un léger musc de bois vieilli. Derrière le comptoir se tenait Nora Whittaker, ses cheveux grisonnants attachés en un chignon lâche. Comme s'ils avaient traversé trop de tempêtes, ils conservaient une gentillesse discrète. Elle a levé les yeux de son travail d'astiqueur et, me voyant debout, grande et tendue, elle m'a adressé un léger signe de tête. « Tu dois être Kellen » a-t-elle dit d'une voix douce mais assurée. Ni surprise, ni pitié, juste acceptation. J'ai esquissé un petit sourire hésitant. « Oui, je suis là pour emménager dans la chambre d'amis. » Elle s'essuya les mains sur son tablier et me tendit la clé accrochée à un simple porte-clés en bois. « La chambre est prête. » Sans poser de questions. J'acceptai la clé, soulagé. Je sentis le poids de Kellen Mérique glisser de mes épaules. Ici, je n'étais qu'un homme cherchant un point de départ. En montant l'étroit escalier menant au loft au-dessus du café, je repensais aux mots que j'avais laissés sur le frigo chez moi. Il ne viendrait pas me chercher. À moins qu'il ne soit prêt à s'excuser par des actes, et je doutais qu'il le fasse un jour. Pourtant, là, dans le doux murmure de la croix d'Éden, je sentis l'espoir s'éveiller en moi pour la première fois depuis 1 an. Je déverrouillai la porte de ma nouvelle chambre et entrai. Les murs étaient peints d'un vert écume de mer délavé, et l'unique fenêtre donnait sur un champ de fleurs sauvages qui se balançaient au rythme de la brise. Une commode en bois trônait dans un coin,
sa surface parsemée de quelques photos encadrées, des photos du défunt mari de Nora et du café d'autrefois. Un petit bureau contenait une pile de journaux locaux et une lampe en forme de phare. J'ai posé mon sac de voyage sur le lit et laissé la tension dans mes épaules se dissiper. J'ai fouillé dans ma poche pour trouver l'enveloppe d'épargne et les déposer sur la table de chevet, symbole à la fois de mon passé et de mon nouveau départ. Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit, écoutant le grondement lointain de la mer, je me suis remémoré les événements des dernières 24 heures. Le mot sur le réfrigérateur, les appels manqués, la colère et la déception que j'avais laissées derrière moi. Pendant si longtemps, j'ai cru que ma famille viendrait me chercher, qu'elle implorerait mon pardon. Mais il ne m'avait offert que le silence et le crissement des pneus. Maintenant, l'enveloppe rangée et le lever du soleil du lendemain à quelques heures, je me suis laissé aller au sommeil. Demain, j'irai chez l'antiquaire du coin, ma nouvelle source de revenus. Je me présenterai simplement comme Kellen, et non comme le fils déshérité de Conrad Merrick. J'arriverai avec des outils et une volonté sincère de travailler. L'idée de passer mes journées à restaurer de vieux meubles, à travailler de mes mains plutôt que sur des feuilles de calcul financières, me remplissait d'un optimisme discret. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais enthousiaste face à l'avenir au lieu de redouter l'inévitable déception. Je fermais les yeux et respirais profondément, laissant l'air salé s'infiltrer par la fenêtre fissurée apaiser la tempête intérieure. Je me devais tout. Et ce soir, je commençais à rembourser cette dette. Eden's Cross n'était pas qu'un endroit sur la carte. C'était mon refuge, ma seconde chance. En m'enfonçant dans le matelas fin, je me murmurais une promesse silencieuse, plus d'excuses, plus de retour en arrière, que des actions à partir de maintenant. Avec ce vœu résonnant dans mon esprit, je me suis laissé gagner par le sommeil, prête à affronter un avenir à ma façon. Tat a toujours été l'enfant chéri, celui qui pouvait charmer une pièce et la plier à sa volonté d'un simple sourire. Même enfant, il savait incliner la tête juste comme il faut pour conquérir chaque professeur, chaque entraîneur, chaque voisin important. J'avais toujours été celle qui traînait derrière, le cadet avec de la terre sous les ongles et un regard trop sérieux pour les photos de famille. Mais après qu'il m'ait volé ma fiancée, Alina, et l'ait ensuite exhibée en ville comme un trophée, j'ai cru qu'ils avaient gagné. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. En fait, ce n'était que le début. Tout a commencé par une photo sur les réseaux sociaux, le compte d'Alena, pour être exact. Un gala dans un hôtel de luxe, nappe de lin blanc et verre à vin pétillant. Elle portait une robe argentée qui lui collait aux pieds comme si elle était cousue à la lumière des étoiles. Son bras entourait tâté comme s'il était à sa place. Il avait ce même sourire suffisant, celui que j'avais déjà vu 1000 fois. Celui qui disait « Je gagne toujours ». Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas la robe ni même la façon dont Tat se penchait vers elle. C'était la montre à son poignet, mon modèle, celle que j'avais dessinée pour son anniversaire l'année avant qu'elle ne me quitte pour mon frère. Le prototype sur lequel j'avais investi des mois d'heures supplémentaires et toutes les faveurs du bijoutier du coin, juste pour lui faire une surprise. Et au poignet de Tat, la version assortie qu'il exigeait après avoir vu la sienne, celle que j'avais commandée sous la pression de papa, qui insistait pour que cela maintienne les liens entre les frères. Je la lui avais offerte, même si je savais déjà qu'à chaque fois que je la regarderais, je me souviendrais du regard d'Alena le jour où elle m'avait dit qu'elle ne m'aimait plus. Revoir ces montres, la sienne et la sienne, tels des trophées jumeaux exposés, me donnait l'impression qu'on avait rouvert une vieille blessure et y avait versé du sel. J'aurais pu laisser passer l'info, mais pas Internet. Quelques commentateurs ont reconnu le design, noté la ressemblance avec mes précédents travaux et ont commencé à poser des questions. Kellen ne les avait-il pas conçus? L'un d'eux a demandé. Un autre s'est demandé si Tat les avait achetés tous les deux. L'ironie, si profonde qu'elle avait un goût de sang. J'avais quitté la ville pour échapper à ce même pétrin. Mais Tat et Alina l'avaient emporté avec eux, tels deux ponts se pavanant dans mon ancienne vie. À la fin de la semaine, mon téléphone a vibré, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. Je suis tombé sur la messagerie. Quand j'ai vérifié plus tard, une voix de femme a tremblé sur l'enregistrement. Kellen, c'est Olivia, ma copine d'honneur. Je suis désolé, mais Alina ne va pas bien. Elle est en train de s'effondrer. Tu es vraiment reparti sans rien? Parce qu'elle commence à poser des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Sa voix s'est brisée sur cette dernière phrase, comme si le poids de la vérité était trop lourd à porter. Assise au bord de mon nouveau lit chez Nora, je contemplais la mer à travers la fenêtre entrebâillée, le chant des mouettes et l'air marin se mêlant au battement de mon cœur.
Je repensais au nombre de fois où j'avais rejoué la scène. Alina choisissant Tate, papa le récompensant, moi reparti avec la facture et une valise pleine de déception. Mais entendre qu'elle s'effondrait, c'était différent. C'était la preuve que leur monde parfait était traversé par une ligne de fracture. Je ne rappelais pas. Je n'envoyais pas de SMS. Je laissais le silence répondre à ma place, car le silence avait toujours été ma punition dans cette famille. Le silence était ce que papa m'offrait chaque fois que Tate faisait quelque chose qui m'obligeait à m'effacer, à payer le prix, à porter la responsabilité. Désormais, ce silence était mon arme, et je le maniais avec plus de précision que je n'avais jamais utilisé de mots. Je descendis au café ce soir-là, l'odeur du café et de la cannelle m'enveloppant comme un réconfort que je n'avais pas connu depuis des mois. Nora fermait, essuyant les tables et fredonnant. Elle leva les yeux à mon arrivée, son regard perçant et entendu. « Dure journée ?» demanda-t-elle comme si elle voyait chaque morceau brisé de moi. Je lui adressai un demi-sourire. « On peut dire ça. » Des fantômes sont venus frapper à la porte. Elle hocha la tête comme si elle avait déjà entendu cette phrase. « Eh bien, tu es en sécurité ici. Personne n'a ton numéro, sauf ceux à qui tu le donnes. » Elle posa une tasse de café devant moi. Noir et fumant. Sans sucre. Juste comme je l'aimais. Bois. On dirait que tu mènes une guerre mentale. J'en bus une gorgée, laissant l'amertume m'envahir. On dirait bien, murmurai-je. Le bourdonnement de l'endroit, le grincement des vieux ventilateurs de plafond. Le clic de la caisse enregistreuse, le son étouffé d'une chanson d'il y a des décennies, me parurent comme une barrière contre le chaos extérieur. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer, comme si je ne devais à personne ni explication ni excuse. Ma famille était trop occupée à essayer d'empêcher leur monde parfait de s'écrouler pour venir me chercher. Et c'était exactement ce que je voulais. 2 habitants du coin sont venus prendre un goûter tardif. Leur rire était facile et spontané. Je les observais comme on regarde un film. Distants, détachés, presque envieux. Je me demandais s'ils avaient des frères qui leur avaient volé leur vie. S'ils avaient des pères qui les faisaient payer un loyer pour le privilège d'exister. Probablement pas. J'ai laissé cette pensée s'envoler, terminant mon café d'une dernière gorgée revigorante. De retour à l'étage, j'ai consulté mon téléphone. D'autres appels manqués, d'autres messages vocaux, tous provenant de numéros que j'avais appris à ignorer. Le dernier message de Tate était un long soupir de désespoir. « Frère, il faut qu'on parle. Ça ne va pas bien ici. » Sa voix tremblait comme si c'était lui qui avait été trahi, comme si je lui devais du réconfort. J'ai failli rire, mais le rire s'est éteint dans ma gorge, remplacé par une détermination d'acier. Qu'il sente le sol trembler. Qu'il apprenne ce que signifie perdre le contrôle. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé sur la table de nuit. Son écran noir était un petit acte de rébellion. Je ne leur devais pas de réponse, tout comme ils ne m'avaient jamais accordé la décence de l'honnêteté. Je me suis allongé sur le lit, les ressorts craquant sous mon poids, et j'ai laissé le bruit de l'océan m'infiltrer jusqu'aux os. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un calme qui ne ressemblait pas à une défaite. Je me suis laissé aller à penser aux montres, aux mains tremblantes d'Alena et aux messages vocaux paniqués de Tate, à la facilité avec laquelle ils avaient construit une vie sur les ruines de la mienne, et à la rapidité avec laquelle elle s'effondrait sans moi pour la soutenir. J'ai pensé à Olivia, sa voix tremblante lorsqu'elle m'a dit qu'Alina s'effondrait. Bien. Qu'ils s'effondraient tous les deux. Qu'ils ressentent la dureté de leur choix. J'avais passé un an à saigner pour eux. C'était à leur tour de m'expliquer maintenant. En fermant les yeux, je les ai imaginés. Tate fixait son reflet, se demandant comment son image parfaite avait pu se fissurer. Alina tournait la bague à son doigt, se demandant comment elle avait pu se retrouver avec un homme qui lui avait tout volé. Et papa, froid et calculateur, regardant son empire trembler parce que le fils qu'il avait congédié avait finalement refusé de se taire. Je laissais le rythme de l'océan apporter sel et bois à de vieux souvenirs, se fondant dans quelque chose qui me semblait familier. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme un fantôme dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais l'auteur désormais, et c'était eux qui me rattrapent. Je ne leur devais rien d'autre que la vérité. Et c'était déjà plus que ce qu'ils ne m'avaient jamais donné. Demain, je pensais me réveiller et continuer à vivre. Je continuerais à construire la vie qu'ils disaient que je ne méritais pas. Et quand ils viendraient me chercher, et ils finiraient par le faire, je serais prête.
Qu'ils viennent avec leurs excuses, leur s'il vous plaît. Je leur montrerai le miroir et leur montrerai chaque mensonge, chaque vol, chaque fois qu'ils l'avaient choisi plutôt que moi. Qu'ils se dénouent. Qu'ils voient ce qu'ils ressentaient. Qu'ils apprennent que parfois le silence est la réponse la plus forte. Quand je suis arrivé à la Croix d'Éden, le panneau était si usé que je l'ai presque manqué. Une planche de bois cabossée, penchée en biais. La peinture avait pâli jusqu'à la couleur des os, les lettres à peine lisibles dans l'air salin. Mais je connaissais l'endroit par cœur. Les histoires de mon grand-père me l'avaient dessiné 1000 fois. L'odeur de la mer qui flottait par les fenêtres ouvertes, le vieux phare qui montait la garde à la sortie de la ville, les gens qui portaient leurs cicatrices comme des médailles plutôt que des secrets. J'étais venu ici parce que je savais que personne ne se souviendrait de moi comme du fils de Conrad Méric ou du frère qui avait tout perdu. Ici, j'étais juste Kellen, un homme cherchant à reconstruire quelque chose à partir des décombres. Je me suis garé devant le Whittaker Café, le moteur encore tic-tac en refroidissant. L'air sentait le bois humide et les embruns, et je laissais cette odeur emplir mes poumons en contemplant le petit bâtiment. L'enseigne, Whittaker Café et chambre d'hôte, au-dessus de ma tête, semblait fraîchement repeinte, contrastant vivement avec les façades défraîchies de la ville. Les fenêtres brillaient d'une chaude lumière ambrée qui semblait se répandre sur la rue, comme un petit phare qui m'appelait chez moi. J'attrapais mon sac de sport sur la banquette arrière et verrouillais la voiture avec un clic de satisfaction, comme pour sceller les derniers vestiges de mon ancienne vie. À l'intérieur, le café était presque vide, à l'exception de quelques habitants du coin qui sirotaient leur café. L'endroit sentait la cannelle, l'expresso infusé et quelque chose de sucré, peut-être du caramel ou de la vanille. Un tourne-disque crépitait en arrière-plan, emplissant l'espace d'un bourdonnement sourd et régulier. Derrière le comptoir se tenait Nora, ses cheveux gris méchés en un chignon lâche, le regard vif et bienveillant à la fois. Elle portait un tablier fleuri et ses mains étaient fermes tandis qu'elle essuyait le comptoir. En me voyant, elle marqua une pause, scrutant mon visage comme si elle avait su que j'allais venir bien avant moi. On dirait quelqu'un qui essaie de reconstruire sa vie à partir de rien, dit-elle, sans méchanceté, juste honnête, sa voix empreinte de vérité que personne ne voulait entendre pendant des années. J'ai senti mes épaules se relâcher, la tension se dissiper, là où je ne m'étais pas rendu compte qu'elle s'était enfouie. Quelque chose comme ça, répondis-je, ma voix venue du long trajet et du silence prolongé que j'avais subi pendant des mois. Elle hocha la tête comme si c'était la seule explication dont elle avait besoin et tendit la main sous le comptoir. Une petite clé usée par le temps pendait à ses doigts. Elle la glissa vers moi. Chambre à l'étage. Les draps sont propres et la vue n'est pas mal si vous aimez l'océan. Les loyers sont dus tous les vendredis, mais on verra bien si c'est trop juste. Elle ne demanda pas de caution. Elle ne mentionna pas de référence. Elle ne demanda pas de nouvelles de mon père ou de mon frère. Elle me donna juste un point de départ. Merci, dis-je, plus sincère que je ne l'avais été depuis longtemps. Je pris la clé et la serrai fort, sentant son poids dans ma paume, une chose solide dans un monde qui m'avait semblé trop longtemps brumeux et sombre. Je montai l'étroit escalier jusqu'au 2e étage, chaque marche craquant sous mon poids, comme si le bâtiment lui-même me mettait à l'épreuve. Le couloir sentait le vieux bois et l'huile essentielle de citron, et je trouvai ma porte tout au bout. La clé s'enclencha dans la serrure avec un clic satisfaisant. La chambre était petite, un lit simple dans un coin, une commode en bois contre le mur du fond, une fenêtre avec vue sur l'océan qui encadrait l'horizon d'une manière qui le rendait infini. Je déposai mon sac sur le lit et traversai la pièce, l'ouvrant pour que la brise marine s'engouffre, fraîche et vive, emplissant l'espace d'une odeur de sel et de possibilités. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Personne ici ne se souciait que mon père me trouve indigne d'une voiture, ou que mon frère pense que ma fiancée était à lui. Ici, personne ne se souciait que j'ai laissé un mot sur un réfrigérateur et un fouillis de secrets de famille. Ici, j'étais juste un homme venu réparer des antiquités, et peut-être se réparer lui-même au passage. Je m'appuyai contre l'encadrement de la fenêtre, regardant les vagues déferler, la marée lissant les aspérités du sable comme une promesse. En bas, le rire de Nora résonnait à travers le plancher, se mêlant au tintement des tasses de café dans le bourdonnement des conversations. Le son était chaleureux, authentique, rien à voir avec les tons feutrés et polis qui avaient rempli les couloirs de Merrick Manor. Je réalisais avec une sorte de choc que cet endroit ne me manquait pas même un peu. Ici, dans cette petite ville au bout du monde, j'avais la chance d'être quelqu'un de nouveau.
Quelqu'un qui ne portait pas le poids des attentes de sa famille ni des trahisons de son frère. Quelqu'un qui pouvait être défini par ce qu'il avait choisi de construire, et non par ce qu'on lui avait volé. J'ai déballé mes quelques affaires, plié des chemises dans les tiroirs de la commode, aligné les outils que j'avais apportés. Pince, ciseaux, papier de verre, petits pots de vernis et de colle. J'avais envie de me mettre au travail, de reprendre quelque chose de cassé et de le reconstruire. C'était ce que je voulais pour moi aussi. Reconstruire, restaurer, être plus que la somme de toutes les blessures que j'avais subies. Alors que le soleil commençait à se coucher, je suis redescendu au café. Nora essuyait les tables, les derniers clients s'infiltrant dans l'air frais du soir. Elle a levé les yeux à mon approche, les yeux plissés. « Tu t'installes bien ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma voix. « Ça me semble être un bon point de départ. » Elle m'a observé un instant, puis a hoché la tête. « Bien. On a toujours besoin d'une autre paire de mains par ici. Et tu as l'air d'être le genre d'homme qui a beaucoup de travail à faire, intérieurement comme extérieurement. » J'ai ri, un rire qui me semblait rouillé dans la poitrine, mais sincère. « Tu n'as aucune idée, » ai-je dit, et elle a ri aussi. « Peut-être que je sais, » a-t-elle dit, son sourire s'adoucissant. « Mais tu es là maintenant. C'est un début. » C'était suffisant. Plus que suffisant. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, écoutant l'océan murmurer vers le rivage. Le bruit de la marée, un rythme régulier contre le silence qui avait trop longtemps régné sur ma vie. J'ai pensé à mon père, à son sourire froid lorsqu'il a remis à Tat les clés d'une nouvelle voiture. J'ai pensé à Tat, à la façon dont il m'avait souri ce soir-là, comme s'il avait gagné à un jeu auquel il avait joué toute sa vie. J'ai pensé à Alina, à la façon dont elle me regardait comme si j'étais un obstacle plutôt que l'homme qu'elle m'avait promis pour toujours. J'ai pensé à tous ces gens et je les ai laissés partir. J'ai laissé l'océan les emporter, les laver. Comme des empreintes de pas dans le sable. Ici, à Eden's Cross, je n'étais ni un micro, ni une déception, ni une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais Kellen. Juste Kellen. Et cela me suffisait. Tandis que le sommeil m'emportait, je me promis que demain je retrouverais le magasin d'antiquités dont mon grand-père me parlait. Celui où les vieilles choses seraient remises au goût du jour. Peut-être, juste peut-être, trouverais-je un moyen de me renouveler moi aussi. La marée monta, la lune monta plus haut, et je dormis comme un homme qui sait qu'il faut parfois s'éloigner pour trouver sa véritable place. Le grenier était plus chaud que prévu. Une chaudière basse de plafond régnait sous le toit du vieux café. Une unique ampoule poussiéreuse se balançait au-dessus de ma tête, projetant des ombres qui dansaient comme des souvenirs sur les poutres en bois. Je n'avais pas prévu de monter ici, mais Nora m'avait demandé de l'aider à trier les cartons empilés dans les coins. Vestige d'une vie à moitié oubliée, laissée à prendre la poussière tandis que le monde continuait son cours en bas. Je agenouillais près d'une pile de malles, leur loquet en laiton terni par le temps, j'étais tendu d'impatience. L'odeur du vieux bois, l'air salin et la légère odeur de papier moisi emplissaient mes poumons. Chaque malle était comme une capsule temporelle, une occasion de reconstituer les fragments d'une histoire dont j'ignorais faire partie. J'ouvris la première avec un soupir qui me fit rêver. À l'intérieur, des couches de papier journal enveloppaient de délicates tasses en porcelaine. Leurs anses étaient écaillées et la peinture défraîchie, mais toujours intacte. Je déballai chaque pièce avec précaution, comme si je manipulais un PAN de ma propre histoire. C'étaient les reliques d'un homme que je n'avais connu que par les histoires de famille. Mon grand-père, celui qui avait bâti sa vie ici avant mon père, transformait tout ce qu'il touchait en verre et en froide ambition. Je trouvai une photo au fond de la malle. Mon grand-père debout à côté d'un Conrad Merrick plus jeune. Tous deux arboraient le même sourire en coin, comme s'ils s'étaient mis d'accord sur un secret. Je mis la photo de côté, le cœur serré. Papa avait toujours on aurait dit que la croix d'Éden n'était qu'une note de bas de page, un endroit qu'il avait quitté pour quelque chose de plus grand. Mais ici, dans ce grenier, je voyais qu'il avait aussi appartenu à cet endroit. Et c'était peut-être pour ça qu'il s'efforçait tant de me l'effacer. La seconde malle était plus lourde, les charnières raidies par la rouille. Je l'ouvris avec un tournevis, la sueur me coulant dans le dos. À l'intérieur, des piles de dossiers s'empilaient comme des ivrognes. Au bar. La plupart étaient de vieux reçus, des factures de réparation de café, des lettres de voisins. Je les feuilletai page après page, jusqu'à ce qu'une enveloppe en papier craft attire mon attention. Ses bords étaient effilochés,
la ficelle la tenant à peine fermée. Sur le devant, griffonné de la main reconnaissable entre mille par mon grand-père, figuraient les mots « Second Testament, propriété de la Croix d'Éden ». J'eus le souffle coupé. Mes mains tremblaient en la soulevant. Son poids était 1000 fois plus lourd que du papier. Je me dirigeai vers un petit bureau près de la fenêtre, la lumière du soleil filtrant. À travers le verre strié de crasse, je dénouai la ficelle et tirai sur le document. La signature de mon grand-père me fixait, ferme et posée, comme s'il avait su que ce jour viendrait. Le testament était daté d'1 an avant sa mort. Enfin, après celui que mon père avait exhibé au tribunal lorsqu'il avait tout repris et qu'il avait fait en sorte que la propriété d'Eden's Cross ne devienne qu'un actif parmi d'autres sur son tableur. Mais ce testament, me désignait comme l'héritier. Ni Conrad, ni Tate. Moi. Je le lus 3 fois pour être sûr, chaque mot se gravant dans mes os. Je me laissai aller au dossier de ma chaise, le poids de la découverte pesant sur moi comme une vérité que j'ignorais attendre. Mon grand-père avait vu en Conrad le même homme que moi. L'homme qui portait la paternité comme un insigne de convenance, qui préférait à chaque fois le sourire de Tate à ma loyauté inébranlable. Il avait vu la cupidité dans les yeux de Conrad. La façon dont il avait laissé Tate piller ma vie sans même un mot. Des excuses. Et il avait fait en sorte que la croix d'Éden vienne à moi. Celle qui y tenait vraiment. Celle qui était revenue quand les autres m'avaient tourné le dos. Un rire s'est formé dans ma gorge. Brutal, amer, mais étrangement libérateur. Papa avait probablement détruit l'exemplaire qu'il gardait à la maison, persuadé que personne ne trouverait l'autre. Il avait toujours été doué pour brouiller les pistes, pour s'assurer que le monde ne voit que ce qu'il voulait bien qu'il voie. Mais il avait sous-estimé le grenier, la poussière, l'entêtement d'un petit-fils qui refusait de rester brisé à jamais. Je pensais à Tate, son entreprise florissante grâce à l'argent qui aurait dû être le mien, la même entreprise que j'avais discrètement subventionnée sans même le savoir. Je pensais à Alina, sa bague en diamant scintillant sur l'argent volé et les promesses volées. Et papa debout là avec ce sourire glacial, me disant que j'étais adulte maintenant. Loué un dimanche à Dubaï. Je les voyais tous si clairement. Leur vie reposait sur mes sacrifices, leur le rire à payer de ma sueur et de mes larmes. Mais plus maintenant. J'ai remis la laine dans l'enveloppe et les glissé dans la poche intérieure de ma veste. Mes mains tremblaient encore. L'adrénaline me submergeait comme un second battement de cœur. Il fallait que je protège ça. Il fallait que ça tombe entre de bonnes mains. Il me fallait quelqu'un qui puisse tenir tête à Conrad Merrick et faire en sorte que ça dure. Il me fallait un avocat qui n'ait pas peur du nom de Merrick. C'est alors que la carte de Jasper Holloway m'est revenue. Un homme que mon grand-père avait mentionné dans une de ses lettres. Un avocat local réputé pour être têtu comme la marée. J'avais vu son numéro défiler sur un panneau dans la cuisine de Nora. À mon arrivée, je me souvenais de l'écriture soignée et sans fioriture, dans le sens où Jasper était le genre d'homme qui ne reculait pas devant une bagarre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé son numéro, mon pouce hésitant une fraction de seconde avant d'appuyer sur « Composer ». Le téléphone a sonné 2 fois, puis un « Non » fixe. La voix de Frill répondit. Jasper Holloway. Je m'éclaircis la gorge, d'une voix ferme malgré la tempête intérieure. Monsieur Holloway, je m'appelle Kellen Merrick. Je crois que je viens de trouver quelque chose que vous allez vouloir voir. Je ne lui ai pas laissé le temps de me renvoyer. C'est le second testament de mon grand-père. Celui qui me désigne comme l'héritier de la propriété d'Eden's Cross. Le silence à l'autre bout du fil fut bref mais chargé. Le genre de silence qui parlait d'engrenages qui tournent et de pièces qui s'assemblent. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-il d'une voix basse mais pressante. « Oui, dis-je. J'en suis sûr. Je l'ai juste là, dans mes mains. » Je serrai l'enveloppe plus fort, sentant le papier se froisser sous mes doigts. « D'accord, » dit-il après un moment. « Je vous retrouve au café dans 1 heure. Apportez le testament, et ne le perdez pas de vue. On va officialiser ça. » Sa voix exprimait une assurance qui me rassura, la promesse que je n'étais plus seul dans cette situation. « Merci, » soufflai-je. « Je serai là. » Je raccrochai et remis le téléphone dans ma poche. Mon cœur battait encore fort, mais ce n'était plus seulement de la peur. C'était une raison d'être. C'était la première fois que je goûtais vraiment à la justice depuis cette nuit à Merrick Manor où mon père avait levé son verre pour trinquer à la trahison de Tate.
Je repensai à ce moment, au vide glacial dans les yeux de mon père, et je sentis la colère et la trahison en moi se durcir en quelque chose de plus fort. La résolution. Je me levai pour épousseter mon jean et jeter un dernier coup d'œil au grenier. Des cartons penchaient dans les coins, des ombres s'accumulaient sous les combles. Les fantômes du passé ne me semblaient plus si lourds. J'avais la volonté. J'avais la vérité et les moyens de reprendre ce qui m'appartenait. En descendant l'étroit escalier, l'air était plus frais, plus vif, comme une promesse en attente d'être tenue. Je suis entré dans le café, l'odeur du café et du pain chaud m'enveloppant comme une armure. Nora leva les yeux de la caisse, son regard curieux mais bienveillant. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. « Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, ai-je dit. » Elle a haussé un sourcil. « Très bien. Tu as l'air d'un homme sur le point de changer de vie. » J'ai pris une inspiration, le deuxième testament lourd dans ma poche, et j'ai croisé son regard. « Oui, dis-je. Je crois que oui. » Et sur ce, je suis sorti dans la lumière déclinante de l'après-midi, prêt à récupérer le morceau de ma vie que ma famille avait tenté d'enterrer. J'ai fermé la porte du café derrière moi et j'ai gravi l'étroit escalier jusqu'à ma petite chambre. Mon esprit était en proie à une tempête de pensées. Le deuxième testament brûlait dans ma poche comme un fer à repasser, mais je savais que ce papier seul ne suffirait pas à arranger les choses. Jasper Holloway avait promis de le classer pour défier l'emprise de mon père, mais j'avais toujours l'impression qu'une autre pièce du puzzle attendait d'être déposée. Être déterré. Mon instinct me disait que si papa avait enfoui un secret, il en avait enfoui d'autres. C'est pourquoi, après le dîner, je me suis retrouvé dans le couloir sombre, près du placard de Nora, à contempler le vieux coffre-fort dont elle avait parlé. Une relique de l'époque où son mari tenait le café. Elle m'en avait donné la clé plus tôt, le regard las mais confiant. « Tu as l'air d'un homme qui a besoin de réponses », avait-elle dit. La clé tourna dans la serrure avec un clic lourd, et la porte du coffre grinça comme une confession. À l'intérieur, des enveloppes jaunies étaient empilées en paquets bien rangés, chacune marquée de dates et d'étiquettes. Au début, elles ressemblaient à de simples documents commerciaux, factures de services publics, factures de fournisseurs, déclarations d'impôts. Je les ai feuilletées, les doigts engourdis, jusqu'à ce qu'un dossier attire mon attention. Il était intitulé « Virement » et mon nom défilait en haut, d'une écriture que je ne reconnaissais que trop bien. Celle de mon père. Ma poitrine se serra lorsque je le sortis et l'ouvris. Relevé bancaire, virement, document portant ma signature, sauf que je n'avais jamais signé. Mon souffle s'est arrêté en voyant les sommes. Des milliers, des dizaines de milliers de dollars, transférés de mon compte vers l'entreprise de Tate. Mois après mois, tout était là, la preuve noire sur blanc que mon père n'avait pas seulement volé ma fiancée, mais mon avenir. Mes mains tremblaient en tournant les pages, chacune étant une nouvelle trahison. J'ai senti un rire, amer et aigre, s'échapper de mes lèvres. Ils n'avaient pas seulement volé l'amour. Ils avaient volé l'argent, mon identité, ma confiance. Ils ne m'avaient rien laissé. Tout cela en criant au monde que j'étais un raté. Je n'ai pas pleuré. Les larmes avaient séché depuis des mois, ne laissant que la détermination. J'ai pris une grande inspiration et rassemblé tous les documents, les fourrant dans mon sac. J'élaborais déjà un plan. J'en enverrai des copies aux personnes importantes. Jasper, le journaliste qui avait couvert le dernier gala de charité de papa. Même Alina, si j'avais envie de remuer le couteau dans la plaie, je leur montrerais la vérité. Leur ferais savoir qui ils avaient encensé toutes ces années. Que le soir, de retour dans ma chambre, j'ai étalé les documents sur le lit. Le clair de lune en accrochait les bords comme des lames d'argent. J'ai commencé à les scanner un par un, les envoyant à mon avocat, puis à un journaliste anonyme de notre ville natale. Mon doigt a plané sur le contact d'Alena. J'ai tapé un message. Vous êtes-vous déjà demandé qui a vraiment payé pour ce diamant à votre doigt? Tic, tic. Boum. J'ai appuyé sur envoyer et me suis adossé, ressentant un calme que je n'avais pas connu depuis des mois. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice, et elle était attendue depuis longtemps. L'aube était à peine levée que mon téléphone s'est mis à vibrer. J'ai ouvert un œil, l'écran projetant une lueur froide dans la pièce sombre. Le nom d'Alena a clignoté en premier. 17 appels manqués avant que je ne les fasse défiler. Ces messages vocaux résonnaient comme la bande originale d'un film d'horreur dans ma tête. Des excuses frénétiques murmuraient « S'il vous plaît, parlez-moi.
J'ai laissé les messages couler sur moi comme de la pluie sur du verre. Le nom de Tat a suivi. 3 messages vocaux, chacun commençant par « bro », comme si ce mot avait encore un sens. Le dernier l'un d'eux était rauque, la voix brisée. « Mon pote, parlons un peu, s'il te plaît. Je ne savais pas tout. On peut arranger ça. » Je pouvais presque voir ses cheveux impeccables ébouriffés pour la première fois depuis des années. Puis vint maman. Sa voix tremblait sur l'enregistrement. « Kellen, s'il te plaît. La réputation de ton père est en train de s'écrouler. Le téléphone n'arrête pas de sonner. S'il te plaît, tu n'as pas à faire ça. » Elle pleurait comme si c'était ma faute. Comme si j'étais le méchant pour avoir dit la vérité. Je fixais le plafond, les lignes de peinture craquelées, comme une feuille de route de toutes les promesses non tenues qu'il m'avait faites. Mais ce n'était pas moi qui faisais quoi que ce soit. La vérité, c'était que les documents que j'avais envoyés, les copies de fausses signatures, les virements bancaires, le deuxième testament, étaient enfin révélés au grand jour. Jasper me l'avait promis. On publiera ça dans le journal local. Il avait dit, tout le monde saura ce que Conrad a fait. Il avait tenu parole. À midi, la révélation était en première page. Un homme d'affaires local accusé d'avoir détourné les comptes de son fils. L'empire de mon père s'est fissuré comme du verre dans un ouragan. J'ai reçu un appel de mon ancien patron qui m'a dit un jour que je n'étais pas le candidat idéal. Il semblait nerveux. « Kellen, on ne savait pas que ton père t'avait mis sur liste noire. Tu as toujours été qualifié. Nous sommes désolés. Il y a une place ici si tu veux. » J'ai raccroché sans répondre. Ce n'était plus mon monde. Qu'il se démène. Dehors, la ville bourdonnait de rumeurs. Les gens me montraient du doigt et chuchotaient. Pendant des années, j'avais été l'échec. Maintenant, ils voyaient qui avait vraiment échoué. Le royaume de papa s'effondrait, et je n'avais pas à lever le petit doigt. J'avais toujours été incompétent, disait-il. Mais en vérité, j'avais été bloqué par l'homme qui était censé me construire, pas m'enterrer. Et maintenant, enfin, tout était débloqué. Le poids sur ma poitrine avait disparu, remplacé par quelque chose de plus léger, la liberté. Je suis sorti sous le soleil matinal et j'ai senti la chaleur sur mon visage. Je n'étais plus celui qui était brisé. Le monde était. Et moi j'étais prêt à la voir reconstruire à ma façon. L'allée menant à la propriété me semblait plus longue que dans mes souvenirs. Sa courbe sinueuse, bordée de haies impeccables, semblait se dresser plus haut. Des ombres s'étendaient sur le chemin comme des accusations silencieuses. Chaque pas que je faisais sur cette allée était comme un règlement de compte. Mes chaussures crissaient sur le gravier, le son était aigu et définitif dans l'air lourd de l'après-midi. Je repensais à toutes les fois où j'avais déjà parcouru ce chemin. Tête baissée, épaules serrées, répétant des excuses pour des crimes que je n'avais pas commis. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'était pas moi qui devais des explications. Papa m'attendait en haut des marches, debout devant les lourdes portes en chêne, tel un roi tenant sa cour. Sa mâchoire était serrée, ses lèvres pincées en cette fine ligne que j'avais appris à reconnaître comme un avertissement et un défi. Ses yeux froids et calculateurs, m'observaient comme s'il croyait encore pouvoir me réduire à l'enfant tremblant que j'étais. Mais je n'étais plus ce garçon. J'étais l'homme qui détenait la vérité. Lui, non. Il ne m'a pas proposé de boire un verre ni de m'asseoir. Il est resté là, les mains jointes, son silence comme une arme. J'ai croisé son regard et refusé de détourner le regard. « C'est ça ton héritage, Kellen ?» a-t-il finalement demandé d'une voix basse et dure. « Traîner notre nom dans la boue ?» J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. « Non, papa. C'est ta perte. J'ai juste arrêté de te protéger. » J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'épais dossier. Les copies du deuxième testament, les faux virements bancaires, le relevé montrant chaque centime qu'il avait siphonné de mes comptes. Je les lui ai tendus comme un acte d'accusation. Sa main a plané une seconde, puis s'est refermée sur le dossier. Ses doigts tremblaient tandis qu'il feuilletait les pages, le rouge lui quittant le visage à chaque révélation. Je l'ai observé attentivement, chaque réaction cataloguée et classée. J'avais passé ma vie à mémoriser ces révélations. Le léger tressaillement au coin de sa bouche quand il mentait. La façon dont ses yeux s'infiltraient lorsqu'il était acculé. Aujourd'hui, il n'avait nulle part où aller. « Tu crois? Ça va tenir ?»
demanda-t-il d'une voix tendue. Mais cette arrogance lui collait encore à la peau. Tu crois pouvoir débarquer ici avec une pile de papier, et je l'ai interrompu. Si tu essaies de déformer ça, je divulguerai tout à la presse, à la police, à tous les investisseurs qui ont investi un centime dans les affaires de Tate. Je me suis penché, la voix ferme, inébranlable. Tu as jusqu'à lundi pour régler tes comptes. Signé sur la croix d'Éden. Rembourse chaque parfum que tu m'as volé et présente des excuses publiques, ou je brûle tous les ponts que tu as construits. Les mots résonnaient comme de l'acier sur ma langue. Délibéré. Il m'a appris ça. Il m'a appris que les mots pouvaient être des armes. Sa mâchoire se contracta, la lime tremblant sous sa main. Tu crois avoir gagné? Il cracha. Je n'ai pas bronché. Je n'ai rien gagné. J'ai juste repris ce qui m'appartenait. La vérité s'est installée entre nous comme une lame. J'ai vu ses épaules s'affaisser, le combat le quitter. Il avait bâti son empire sur des mensonges et une confiance volée. Maintenant, il s'effondrait, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Il me regardait alors, non pas comme un fils ou un rival, mais comme un égal. Et peut-être c'était la pire punition pour lui. Il ne pouvait plus me contrôler. Il ne pouvait plus manipuler ma vie pour qu'elle convienne à ses plans. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Une vraie peur, et cela ressemblait à de la justice. Va, dit-il finalement. Sa voix était rauque comme si le vent lui avait coupé le souffle. Prends ce que tu veux. Laisse-moi juste quelque chose. Ses épaules s'affaissèrent comme si le poids de chaque mensonge l'avait finalement écrasé. Je ne le plaignais pas. Je ne le haïssais pas. Je le voyais simplement pour ce qu'il était. Un homme qui avait passé sa vie à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. Je me suis retourné et j'ai descendu les marches. Le dossier toujours entre ses mains. Mon avenir n'était plus empêtré dans ses ombres. Le soleil était plus bas maintenant. Le ciel se peignait de violet et d'orange meurtri, comme si le monde lui-même reconnaissait la fin d'une époque. Arrivé au bout de l'allée, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. La propriété se profilait derrière moi, ses fenêtres reflétant la lumière mourante. J'ai ressenti une vague de quelque chose que je ne m'y attendais pas. La liberté. Pendant des années, cette maison avait été ma prison. Un endroit où j'avais mesuré chaque mot et chaque souffle pour maintenir la paix. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un bâtiment, une relique d'une famille qui s'était dévorée. J'ai pris une dernière bouffée de cet air, vif, avec un soupçon de roses anciennes et d'herbes coupées, et je lui ai tourné le dos. Le chemin devant moi était incertain, mais il était le mien, et je le suivrais sans excuse. J'étais venu chercher la vérité, et je l'avais trouvée. Le reste lui appartenait. En arrivant sur la route, mon téléphone a vibré. Le nom de Jasper s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu d'une voix claire. C'est fait, ai-je dit. Son ton était calme mais ferme. Bien. On finalisera tout lundi. Tu as bien fait, Kellen. J'ai regardé le domaine une dernière fois, le soleil mourant projetant de longues ombres sur la pelouse. Ouais, ai-je murmuré. Pour une fois, je l'ai vraiment fait. Et sur ce, je me suis tourné vers la croix d'Éden, la brise marine caressant mon visage, et je suis parti. De la seule maison que j'avais jamais connue. Il était temps d'en construire une nouvelle. Une maison où les seules dettes seraient celles que je choisirais. Une maison où je ne serais pas une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Une maison où je serais libre. Le lundi arriva sous un ciel gris qui semblait peser lourdement sur tout ce qui se trouvait en dessous. Un décor parfait pour la prise de conscience que j'avais déclenchée. Je suis arrivé tôt au bureau de Jasper Holloway, le dossier en papier craft à la main comme la clé d'une porte que j'avais attendue toute ma vie pour ouvrir. L'assistant de Jasper m'a conduit à son bureau. Une pièce douillette bordée de vieux livres et de fauteuils en cuir usé. L'odeur du café et du vieux papier m'a apaisé, me rappelant que certains endroits étaient encore humains. Jasper était assis derrière son bureau, lunettes sur l'arête du nez, tandis qu'il parcourait les documents que je lui avais remis. Il leva les yeux, le regard vif et satisfait. Ils sont prêts à conclure un accord, dit-il. L'équipe juridique de votre père m'a contacté à la première heure ce matin. Ils veulent ce silence, pas de bataille judiciaire interminable, pas de gros titres qui ternissent le nom de Merrick. Tu récupéreras tout ce que ton grand-père t'a laissé, plus une restitution intégrale pour l'argent qu'ils ont détourné de tes comptes.
Et ton père a accepté des excuses publiques. Il marqua une pause, scrutant mon visage. C'est tout ce que nous demandions, Kellen. C'est plus que juste. Je laissai les mots pénétrer. Leur énormité. Pendant des années, mon père avait traité ma vie comme un inconvénient, un lieu où il pouvait se débarrasser de ses erreurs. Maintenant, il était obligé de reconnaître ses actes. Non pas à voix basse, ni derrière des portes closes, mais devant le monde entier. J'éprouvais une sorte de triomphe, même si ce n'était pas aussi agréable que je l'avais imaginé. C'était nécessaire, comme remettre un os brisé. Tat, lui aussi, avait pris sa part du coup. Jasper m'avait montré les documents. Ses investisseurs dans sa start-up avaient pris la fuite dès que l'histoire du détournement de fonds avait éclaté. L'entreprise qui avait fait de lui l'enfant chéri n'était plus qu'un château de sable se dissolvant sous la marée. Je me demandais s'il comprendrait un jour le prix à payer pour bâtir son succès sur le sacrifice d'autrui. Alina m'avait appelé 2 fois ce matin-là. Ses messages étaient un fouillis d'excuses et d'explications, mais je les avais supprimés sans les écouter. Elle avait fait son choix le jour où elle m'avait quitté pour mon frère. Certains ponts ne brûlent pas, ils s'effondrent. J'ai signé les papiers d'une main ferme, l'épingle glissant sur les pages comme une signature définitive sur une vieille blessure. Jasper a tout noté, son sceau s'imprimant sur le papier avec une certitude silencieuse. « Tu l'as fait, Kellen » a-t-il dit d'une voix basse mais fière. « Tu as repris ta vie en main. » J'ai hoché la tête, la poitrine serrée sous le poids de l'émotion. « Oui » ai-je murmuré. « Je l'ai fait. » Nous avons quitté son bureau ensemble, pénétrant dans l'air humide du matin. Les nuages menaçaient de pleuvoir, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Jasper m'a tapé sur l'épaule. « Je m'occupe des dossiers » a-t-il dit. « Vis ta vie. » Il sourit. Le genre de sourire qui me donnait l'impression d'avoir fait plus que gagner une bataille juridique. J'avais gagné quelque chose de plus grand. Ma liberté. Je me rendis directement à la propriété. L'acte de propriété de la Croix d'Éden dans ma poche. La lettre d'excuse de mon père m'attendait dans la boîte à gants. L'allée me parut plus courte cette fois, moins imposante. La maison se dressait, mais je n'avais plus l'impression qu'elle pouvait m'engloutir. Ma mère m'accueillit sur le perron, les yeux rouges, les cheveux tirés en arrière comme si elle avait vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle me prit la main, la voix tremblante. « Kellen, je suis tellement désolé. J'aurais dû voir ce qu'il faisait. J'aurais dû. » Ces mots s'éteignirent, les larmes aux yeux. Je lui serrai la main, ressentant une douleur qui ressemblait à un pardon. « C'est fait maintenant, maman, dis-je doucement. Il n'est plus sous ma responsabilité. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues, et je ressentis une profonde tristesse pour la femme qui l'avait soutenue si longtemps. Mais je ne pouvais pas supporter sa culpabilité non plus. J'avais ma propre vie à reconstruire. À l'intérieur, je trouvais mon père dans son bureau, l'endroit où il avait orchestré toutes ces trahisons. Il paraissait plus petit maintenant, les épaules voûtées, le regard fatigué. Il tenait la lettre d'excuse d'une main, l'autre tambourinant nerveusement sur le bureau. Il leva les yeux à mon entrée, la bouche ouverte comme s'il voulait dire quelque chose. Je levai la main pour l'interrompre. « Tu as jusqu'à demain pour rendre tes excuses publiques, dis-je d'une voix calme. N'imagine pas une seconde que j'hésiterai à tout divulguer si tu ne le fais pas. Tu as signé l'accord. J'attends de toi que tu le respectes. » Son regard se détourna. Honte ou peur? Je n'aurais pas su dire. « D'accord, » murmura-t-il. « D'accord. » Je fis demi-tour et sortis, chaque pas me libérant un peu plus. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses. Il en avait déjà assez dit. Je suis retourné à la Croix d'Éden, l'acte à la main. La lettre d'excuse, un morceau de papier plié qui ne me définissait plus. Nora m'attendait au café, une tasse de thé fumant sur le comptoir. Elle leva les yeux et sourit, son regard chaleureux et entendu. « Eh bien, dit-elle. On dirait que tu as arrêté de disparaître. » J'ai poussé un long soupir, le poids s'allégeant enfin. « Ouais, » ai-je répondu en souriant à mon tour. « Je crois que oui. » J'ai pris une gorgée de thé, laissant la chaleur combler les fissures que la trahison avait laissées derrière elle. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Et le monde, pour une fois, me semblait m'appartenir.
Le ciel nocturne au-dessus de la croix d'Éden s'étendait vaste et profond. Une toile d'étoiles et d'air salin, me rappelant les feux de joie que mon grand-père allumait sur la plage. Les rassemblements de voisins. La lueur des rires et de la musique se faufilant dans l'obscurité. J'avais toujours pensé que ces nuits n'étaient qu'un fragment de son charme, un vestige d'une époque plus simple. Mais maintenant, debout sur le sable, le vent frais dans le dos, je voyais les choses différemment. Ces feux de joie étaient une question de communauté, d'offrir aux gens un endroit où se sentir vus et en sécurité quand le monde était froid. C'est ce que je voulais construire. Ni pour mon père, ni pour Tate, ni pour moi, ni pour tous les enfants à qui on avait dit qu'ils ne comptaient pas. La fondation Firelight est née d'une idée qui défilait sur une serviette en papier dans le café de Nora. Un nom qui sonnait comme une promesse. J'y ai mis tout mon péché de réparation. Un programme pour les jeunes adultes mis à l'écart par leur famille, par le système, par la vie elle-même. Un endroit où ils pourraient apprendre des métiers, la menuiserie, la peinture, la restauration d'antiquités, tout ce qui leur donnerait une chance de retrouver leur valeur. Nora a rejoint le conseil d'administration sans hésitation, les yeux brillants de la même gentillesse obstinée qui m'avait offert une chambre alors que personne d'autre ne le voulait. Jasper s'est occupé de l'aspect juridique, inscrivant le testament de mon grand-père au cœur même de la fondation afin que personne ne puisse le lui enlever. J'ai donné moi-même la première conférence, debout devant une poignée de visages sceptiques dans un entrepôt réaménagé qui sentait encore le sel et la sueur. Je leur ai raconté mon histoire, non pas en tant que victime d'un père puissant, mais en tant qu'homme sorti de l'ombre. J'ai parlé d'être un fils, un fiancé, un bouc émissaire, de la découverte que parfois, les personnes dont on pense avoir le plus besoin sont celles qui nous blessent le plus profondément, et que cette douleur ne doit pas nécessairement nous définir. À la fin de ma conférence, le silence régnait dans la salle, le poids de chaque histoire partagée nous pesant comme un battement de cœur. Après cela, l'un des gars, tout juste 20 ans, maigre comme un linge avec des bleus sur les bras, n'a pas pris la peine de se cacher. Il est venu vers moi. « Tu t'en es vraiment sorti ?» a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête et il a baissé les yeux brillants. Alors peut-être que je pourrais aussi. C'est là que j'ai su que c'était ma place. Ni dans les couloirs du manoir Merrick, ni dans l'ombre de Tate, mais ici, à contribuer à attiser un feu que personne ne pouvait éteindre. Les premiers mois ont été difficiles, le financement était serré, et chaque revers me semblait personnel. Mais chaque fois que je voyais un de ces enfants franchir la porte, je levais les yeux un peu plus haut, le regard un peu plus clair. Je savais que nous étions sur la bonne voie. Nora entretenait le café. Jasper tenait les loups à distance. Et je continuais à être présente. C'était le plus important, être présente. Pas seulement pour eux, mais pour moi-même. Finalement, je n'ai eu besoin ni de l'approbation de mon père, ni de l'envie de Tate, ni des excuses d'Alena. J'ai eu besoin de mon propre courage pour entrer dans la lumière. La fondation Firelight est devenue plus qu'un programme. C'est devenu ma famille, un lieu où chaque cicatrice était une histoire, et chaque histoire une raison de continuer à se battre. Et dans leurs yeux, je me suis enfin vu, non pas comme la déception dont ils avaient toujours parlé à voix basse, mais comme celle qui s'en est sortie et a prospéré.